Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative du chapitre G2, le chapitre sur les transports et les mobilités. Je vous présente aujourd'hui le document 4, les migrations internationales. Je précise que pour regarder cette vidéo, vous devez avoir vu la première vidéo que j'ai faite sur comment se passe l'examen d'histoire, géographie, éducation morale et civique en épreuve ponctuelle. Vous devez également avoir vu la deuxième vidéo qui explique comment ficher, comment préparer ces documents, comment accéder au Padlet que vous avez ici sous les yeux, celui-là, comment remplir sa fiche, où je vous fais des exemples, car sinon vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Une fois que vous avez vu ces deux vidéos, vous pouvez donc suivre celle-ci. Je précise également que ces vidéos ne sont pas des corrections parfaites, ce ne sont pas des corrections complètes et c'est vraiment volontaire. Je veux que vous gardiez un travail personnel parce que ça se sentira à l'examen. On verra vraiment que vous avez travaillé, que vous avez trouvé des choses, que vous avez fait des choses personnellement et pas que vous avez appris une vidéo par cœur ou un cours par cœur. Donc pour compléter ce que je vais dire ici, il faut absolument regarder cette vidéo qui explique les migrations internationales. Celle-ci, vraiment, elle est indispensable. Elle va vous donner tous les documents, enfin les chiffres exacts. Et elle travaille aussi sur des cartes. Ça dure 10 minutes. C'est vraiment excellent. Ça permet de bien comprendre pourquoi les migrations internationales, quelles sont les causes des migrations, les chiffres, les pays, etc. Et puis, cette petite vidéo qui dure quelques minutes et qui vous explique de façon très simple, c'est fait pour les enfants au départ, ce qu'est un migrant, la définition. Donc, c'est parti pour ce document. Le document 4, les migrations internationales. On remplit d'abord les phases de l'introduction. Qui, quoi, où, quand. Qu'est-ce que c'est que ce document? C'est une carte du monde. Donc, où? C'est dans le monde. C'est une carte, c'est une projection, ça ressemble à une projection polaire. Non, c'est une carte de projection Bertin, ça s'appelle. Bertin 53. C'est-à-dire que vous voyez, c'est un peu penché, les États-Unis, la Chine, etc. C'est une projection qui permet de faire des flèches, en fait, des flux entre le Japon et les États-Unis. Parce que si vous mettez à plat une projection de ce qu'on appelle de Mercator ou de Peters, vous allez avoir les États-Unis d'un côté, le Japon de l'autre côté, et si vous voulez faire des flèches, ça va sortir de votre carte, de votre feuille. Donc c'est l'avantage de faire ce genre de projection. Et dites-vous bien que de toute façon, on ne peut pas représenter parfaitement ce qui est sur un globe à plat. C'est impossible. Essayez. Un jour, vous prenez une peau d'orange et vous essayez de la poser parfaitement à plat. C'est impossible. Vous allez la casser, vous allez modifier des angles. Eh bien, toutes les cartes que vous regardez depuis que vous êtes petit, elles sont fausses. Elles sont fausses, c'est-à-dire que les angles ne sont pas vraiment les bons ou les distances ne sont pas vraiment les bonnes. Ce sont des projections. Voilà, ça c'est une projection de Bertin. Si vous dites ça à l'examen, déjà, on va se dire, connaissez bien. Voilà. Alors, ça date de quand, cette carte, pardon, excusez-moi. Cette carte, on n'a pas la date? Oh. Eh bien non, il n'y a pas la date. Alors, c'est une carte récente parce que je l'ai trouvée sur un site, voilà, qui est là. L'atelier. C'est une carte de François Soro. Donc ça, c'est qui? Qui est la personne qui a fait la carte? C'est un géographe, un cartographe. Qui a fait cette carte sur les migrations internationales. Qui, quoi, où et quand. Donc il manque juste le quand à retrouver, peut-être fouiller sur internet pour retrouver cette carte de quand date exactement cette carte. Alors elle est quand même assez récente parce qu'ici on a les conflits mondiaux. Si jamais on vous dit oh là là, vous n'avez pas la date, ça vous pouvez tomber sur des gens un petit peu pointilleux. Ici, on a quand même les conflits mondiaux. On sait que ce sont des conflits assez récents, des 10 dernières années. Alors, on décrit cette carte. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte du monde, donc une carte en projection Bertin, qui nous présente les migrations internationales. Donc, dans le quoi, ah oui, il faut rajouter ça dans le quoi, excusez-moi. Il faut rajouter dans le quoi, qu'est-ce qu'une migration? Quelle est la définition d'une migration? C'est quoi un migrant? C'est quelqu'un qui part de son pays pour aller dans un autre pays, mais pour s'installer assez durablement. Donc voilà, il faut avoir la définition vraiment de ce que c'est. C'est pas un touriste, un migrant. Il vient s'installer dans le pays pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans. Voilà. On a oublié la problématique. N'oubliez pas à la fin de l'introduction de donner votre problématique. Il s'agit donc de se demander quelles sont les grandes migrations internationales aujourd'hui dans le monde et
quel territoire elle relie. Alors, parce que je vous rappelle que le chapitre, c'est sur les espaces quand même. Hein, donc les espaces, les territoires, les zones, les régions importantes. Alors, je décris donc mon document. J'ai une carte du monde qui présente donc les migrations. Donc, pour les migrations, il faut une zone de départ et une zone d'arrivée. Les zones de départ sont représentées ici dans des ronds rouges. Hein, ce sont des figurés de surface. Et les pays d'accueil sont présentés aussi en figuré de surface vert. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des zones desquelles massivement on part, comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Amérique centrale, le sous-continent indien, la Chine, les régions ici d'Asie du Sud-Est. Et il y a des régions qui attirent les migrants, l'Australie, l'Amérique, l'Europe de l'Est, la péninsule arabique, ici les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Voilà, ce sont des pays qui attirent. On voit donc les différents types de flux, les principaux flux. Donc on voit que les gens qui partent de l'Afrique de l'Ouest vont plutôt aller en Europe, que les gens qui partent du Proche-Moyen-Orient vont aller en Europe, que les personnes qui viennent d'Amérique centrale vont plutôt aller aux États-Unis, que les personnes qui viennent de l'Asie du Sud-Est, ils vont plus vers la péninsule arabique, vers l'Australie, vers l'Europe. Voilà, vous décrivez ce que vous voyez sur votre document. Vous avez également la limite, ici en bleu, entre les nord et les sud, et faites attention, on considère que l'Australie est un pays faisant partie du nord, des nords, même si c'est un pays qui est au sud, c'est un pays qui a une économie, une population, une culture clairement du nord, puisque colonisé pendant très longtemps par les Anglais. On voit aussi ici une flèche un petit peu particulière, hein, c'est la flèche grise, qui est ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux. C'est des gens qui partent, mais c'est des gens qui sont très qualifiés, des intellectuels, des scientifiques, des médecins, et qui partent majoritairement vers les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et on voit des zones de tension qui entraînent des déplacements de réfugiés, donc des zones en guerre, l'Afrique centrale, le Moyen-Orient, massivement. Ça, c'est votre description. Ensuite, vous devez faire une analyse. Et dans l'analyse, il faut vraiment que vous mettiez ce qu'il y a dans les Padlets, hein, dans les onglets, dans les 2 vidéos que je vous ai montrées. Il faut expliquer qu'effectivement, il y a des zones prioritaires, enfin des zones préférées, on va dire, si vous voulez, qui sont liées à l'histoire, qui sont liées à la proximité, qui sont liées aux guerres. Par exemple, pourquoi les pays d'Afrique de l'Ouest vont massivement en Europe et en France ? Eh bien parce que c'est des pays qui étaient des colonies et donc ils parlent déjà le français. Donc c'est plus facile pour eux d'aller en France, comme les gens qui migrent depuis l'Inde, eh ben, ils vont plutôt en Angleterre. C'était l'ancienne colonie, l'Inde, une ancienne colonie anglaise. Ils parlent déjà anglais, donc ils vont plutôt aller en Angleterre. On peut dire que les gens d'Amérique latine vont plutôt vers les États-Unis. Ça les fait rêver, hein, le rêve américain. Hein, ils passent par le Mexique et ils vont vraiment aux États-Unis ou au Canada, par exemple. Mais ici, on voit que les petits pays d'Amérique vraiment latine vont plutôt aller en Argentine parce que c'est plus proche. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des migrations ? Ça, vous pouvez le dire. Il y a des migrations massivement économiques. On part pour avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Hein. Mais il y a aussi des migrations qui peuvent être liées à des guerres. Hein, et c'est ce qu'on voit ici avec des réfugiés ou des mouvements de réfugiés. Par exemple, en France, il y a actuellement des réfugiés qui viennent de Syrie parce qu'en Syrie, eh bien, c'est la guerre, c'est compliqué. Et donc, ils viennent en Europe et notamment en France. On peut aussi avoir des migrations internationales pour des raisons écologiques, environnementales. Ça commence à arriver, c'est-à-dire des endroits où il fait trop chaud, on ne peut plus vivre, ou la montée des eaux à cause de la fonte des glaciers qui fait que les îles sont en train d'être recouvertes complètement par les eaux et les gens doivent bouger pour survivre. Vous avez aussi des migrations qui se font avec
le brain drain ici, hein, bien expliqué que il y a des gens qui partent travailler ailleurs parce que meilleures conditions de travail, meilleure reconnaissance. Et ça, c'est le problème aujourd'hui en Europe. Beaucoup de nos scientifiques partent pour les États-Unis, pour aller travailler dans la Silicon Valley, dans l'informatique, à la NASA, etc. On voit ensuite les flux. Ça, il faut que vous analysiez les flux. Dans les migrations internationales, il y a des flux nord-nord, assez peu, mais il y en a. Et il y a beaucoup de flux du sud vers le nord. C'est-à-dire des pays plus pauvres, plus défavorisés, moins développés, vers les pays développés, pays industrialisés. Donc des flux du nord, comme ici, du nord vers le sud, du nord vers le sud, du nord vers le sud. Mais il y a aussi des flux sud-sud. Ici, par exemple, flux sud-sud, flux sud-sud. Flux sud vers le sud. Ici, c'est vraiment pour de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de gens du Pakistan, de l'Inde, qui vont travailler par exemple à Dubaï ou au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Ça, vous pouvez le dire. Et vous aurez vraiment les chiffres et toutes les informations dans le Padlet, dans les petites vidéos. Donc, rajoutez toutes les informations avec ce Padlet. Ensuite, vous avez l'esprit critique. Eh bien, en esprit critique, on peut dire déjà qu'il n'y a pas la date et que quand on fait une carte, ça peut être bien de mettre la date. Par exemple, ça peut être une critique que vous pouvez mettre pour vous sauver un petit peu. Vous pouvez dire également que toutes les flèches sont de la même taille et que du coup, on ne sait pas quels sont les flux les plus importants et les flux les moins importants. Et que sur certaines cartes, il est intéressant d'avoir des tailles, vous voyez, de flèches différentes pour voir les millions de migrants. Parce que là, par exemple, c'est pas du tout la même quantité de migrants qui fait ce voyage-là que ceux qui font ce voyage-là. Hein. Là, on est sur des millions de personnes. Hein, donc, il faut savoir aussi que les migrations ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a presque 250 000, voire plus de 250 000, 250 millions, pardon, excusez-moi, de personnes qui migrent, qui sont des migrants chaque année dans les migrations internationales. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au 19e siècle, où c'était vraiment des chiffres très importants, mais ça reste quand même des chiffres très élevés. Voilà, vous pouvez dire ça en esprit critique sur les flèches. Moi, l'esprit critique, je le ferai sur les flèches, qui sont toutes de la même taille, donc on n'a pas du tout on n'arrive pas à classer, à hiérarchiser les flux. Utilisez bien les mots de géographie: flux, territoire, migration, migrants, zone, nord-nord, sud-sud, qu'on comprenne vraiment ce que vous voulez faire. Et puis vous faites une conclusion. Nous avons donc vu les principaux territoires qui sont touchés par les migrations internationales, qu'il y a des pôles émetteurs et des pôles récepteurs, que ces migrations sont dues à différentes choses, différents critères. Et vous pouvez faire un lien. Si vous voulez faire une ouverture, vous pouvez ouvrir sur quoi on pourrait ouvrir éducation civique, sur quoi on peut ouvrir la liberté peut-être, le chapitre EMC2 sur les libertés, et dire qu'aujourd'hui les migrations sont dans certaines zones ne représentent pas la liberté. Parce qu'il y a des zones, par exemple, dans lesquelles on construit des murs. Vous savez, il y avait ce fameux mur de Donald Trump qui voulait faire entre le Mexique et les États-Unis pour empêcher les gens de passer. Il y a aussi ce genre de choses en Israël, avec la Palestine. Il y a des zones qui sont dans lesquelles on construit des murs. Il y a des passeports à avoir parfois. C'est compliqué d'aller de tel à tel pays. Par exemple, quand vous venez de Russie, c'est compliqué. Si vous voulez aller en Angleterre, il faut un visa, etc. Voilà, donc vous pouvez expliquer que les migrations internationales ne sont pas complètement libres, que tout le monde ne peut pas bouger comme il veut. Par exemple, aux États-Unis, si vous veniez de certains pays musulmans ou arabo-musulmans, Donald Trump avait fait des lois comme quoi c'était difficile d'aller aux États-Unis. Donc il y a une certaine discrimination. Voilà, vous pouvez travailler sur ça, liberté et discrimination. Voilà donc pour ce document. Je rappelle donc le travail personnel à faire en regardant bien ces vidéos dans lesquelles vous allez avoir toutes les informations. Je vous dis bon courage pour la préparation de cet examen. Ciao.